Nos vœux, nos souhaits pour 2018, c'est dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga et pour un nouveau format d'émission. Cette fois-ci, ça va être libre. On est venu chacun avec nos idées, chacun avec nos envies, nos marottes, nos sujets, nos débats. On s'est juste imposé un petit cadre qui n'est autre que pour 2018. Voilà, ça c'est notre cadre. Une émission libre et pour participer à celle-ci, il y a notre homme de l'ombre. Si on était dans X-Files, ça serait l'homme à la cigarette. Si on était dans Billy Bat, il serait du vivier. Si on était dans Arabesque... Non, je vais m'arrêter là. Salut Cagnard. C'est compliqué à trouver l'homme de l'ombre dans Arabesque, hein. Bon, Angela... T'as pas réussi à trouver, hein. Si, le shérif. Le mec du FBI. Le vieux. Il s'appelle Angela ? Non, elle s'appelle Angela. Ah, parce que là, je croyais qu'on était passé sur Madame est servie, du coup, ça me paraissait bizarre. Ouais, elle s'appelle aussi Angela. Elle s'appelle Angela dans Arabesque. Je sais pas. Non, elle s'appelle Angela dans Madame est servie. Je pense qu'on est trop jeune. Oui, tout le monde est trop jeune, de toute façon. Bien évidemment. En 2018, il va lire encore et encore et encore toujours plus, jusqu'à saigner des yeux. Salut Robin. Salut. T'as pas de lunettes, toi, quand tu lis? Non, bah t'es le seul, on a tous des lunettes, là, quand on lit, mais toi, non, jamais. Bah, j'ai pas de lunettes. Ouais, j'ai pas de lunettes non plus. Si, des fois, t'as des lunettes, toi. Non, je les ai perdues il y a 2 ans. Pour de vrai. Pardon, je connaissais pas cette légende. Ça va, Robin? Bah, j'ai un peu la crève, mais c'est pas très grave. Vous allez pouvoir entendre ma voix de crooner fatigué pendant toute l'émission. C'est un peu sexy. Flavien est en pleine forme, il s'est engagé à ne pas tousser de toute l'émission. Vraiment, il s'est engagé, promis. Voilà. À chaque tout, 10 pompes. C'est moi qui vais tousser maintenant. Alors qu'on est encore en plein hiver, est-ce que tu as ton thé? Est-ce que tu as ton miel? Est-ce que ça va, Flavien? J'ai mon thé, j'ai mon miel, j'ai ma toux. J'ai ma toux. J'ai pas ton tout. Il va falloir faire quelque chose pour cette mauvaise toux, hein. Et ben, voir un pneumologue, je sais pas. Non, du miel, c'est très bien. Du girofle, c'est très bien. Du girofle? Du girofle, oui. C'est le truc de chez le dentiste, ça? C'est ça. Ok, très bien. Rien à voir avec le clou de girofle, hein. Là c'est du girofle. On met ça dans du vin chaud. Très bon l'hiver aussi, à Noël, aux fêtes. Dégueulasse, ne refourque pas tes recettes. Puis alors de déjà vin chaud. C'est très bon le vin chaud. Cette émission est donc d'un nouveau genre. Non pas qu'on va révolutionner le podcast game, hein, bien au contraire. Oh bah si, c'est l'idée quand même. Mais il y a souvent plein de sujets qu'on souhaite aborder, mais qui ne méritent pas souvent une émission d'1 heure, une émission complète, ou alors juste parce qu'on n'est pas d'accord, tous ensemble pour la faire. Et aussi parce qu'on a trop de sujets, trop de sujets qui portent à débat. La preuve, la dernière fois avec Robin, Cagnard, Flavien, on a passé 3 plombs à parler de manga et d'art contemporain. Pourtant, on prenait juste l'apéro, on était là comme ça, et on n'en a pas fait une émission. Juste comme un apéro, bizarrement. Et on n'en a pas fait une émission. Et c'est Robin qui a commencé en disant: moi les gars, je trouve que vous êtes raciste de dire que manga et contemporain ferait vraiment bon ménage. Art contemporain, et il est vraiment sur l'art contemporain. J'ai juste dit contemporain. Ouais, bah je trouve qu'il a dit ça aussi. Après il y a eu un débat sur Inoue, enfin c'est parti en n'importe quoi. Bref, cette fois-ci, c'est donc une émission libre. Chacun vient avec au moins 2 points à aborder. Cagnard, quels sont tes 2 points? Alors le point numéro 1, ça sera en 2018, je veux voir l'animé Radiant. Le point numéro 2, ça sera la frontière de plus en plus fine qui sépare le shonen du seinen. Merci, on en parle tout à l'heure. Flavien, non, Robin d'abord, tiens. Robin, quels sont tes 2 points à toi? Alors, premièrement, je vais vous parler d'un jeune auteur qui s'appelle Osamu Tezuka. Et il était médecin, non? Voilà, qui était médecin. Non, il avait un doctorat de médecine. Ouais, oui. Bah, il aurait peut-être pu faire quelque chose pour ma crève, mais... Il a préféré faire du manga, voilà, tu l'excuseras. C'est ça. Ouais, franchement, je pense qu'il aurait voulu ouvrir les entrailles pour vérifier, tu sais. Et mon deuxième point, ça va être une de mes grosses attentes de l'année, c'est le film Gun. Oh, il est sulfureux. Flavien, tes 2 points s'il te plaît. Mon premier point, c'est j'en ai marre de voir de l'isekai partout. Je vais définir le terme tout à l'heure. Et que les oldies, donc tout ce qui est années 80 ou 90, revient un peu à la mode ces temps-ci. Du coup, pourquoi pas en parler? Il a pas tort, les Poetic Lovers viennent d'annoncer leur retour. Mais oui.
J'avais dit qu'on n'en parlait pas des Poetic Lovers. Hein. Je sais, mais. Je veux dire, on a fait une réunion exprès pour dire qu'on n'allait pas parler des Poetic Lovers. J'ai vu un il a quand même encart, drop j'y suis nommé allé. le Poetic Lover. Et Maxime, toi En ce qui me concerne, oui, pour 2018, j'ai déjà mon top manga. Ouais, c'est bouclé. Je veux dire, l'émission là qu'on a diffusée il y a pas très longtemps, le top des mangas 2017. Moi, j'ai déjà mon top 2018 alors qu'on est seulement en février. Moi, je pense que tu mens. Ouais. Je vous le donne par ordre chronologique. Black Torch, L'Atelier des Sorciers, dans une moindre mesure, The Promised Neverland, Origin et Dr. Stone aussi dans une moindre mesure. Mon deuxième point, ça va être sur le football. La Coupe du Monde 2018, la Russie, l'équipe de France. Bref, Non, pour 2018, je vois arriver en France des mangas de foot, mais des vrais, des mangas sérieux, des mangas fleuves de 70 tomes. Mais ça n'arrivera pas. Voilà donc pour les points de chacun, et on démarre justement avec mon premier point. Comme je le disais à l'instant, je crois que c'est la première fois que je peux annoncer sans trop de doute que j'ai mon top 3 des nouveautés manga de l'année. Je vais commencer par les deux. Enfin, en vrai, j'ai un top 5. Ouais, C'est donc pas un déjà, tome t'en 3, rajoutes déjà, un direct. De base, Ok. c'est pas bon quoi. Ouais, ok, parce que j'ai mis l'Atelier des Sorciers par exemple en 4ème ou 5ème, tu vois. Ça pue l'arnaque cette histoire. L'Atelier des Sorciers, ça sort au mois de mars. C'est l'histoire de Coco, une enfant qui a toujours été fascinée par la magie dans un monde où celle-ci n'est accessible qu'à certains élus. Mais la vérité est ailleurs, et la réalité loin de la petite vie tranquille de la petite fille. Cette Coco va se retrouver dans un monde qui la dépasse. Elle va se retrouver surtout à devoir apprendre la magie en devenant la disciple d'un étrange magicien. Complot, dépassement de soi. Scénaristiquement, c'est dans la veine des shonen modernes, quête initiatique mais avec un traitement particulier, un héros qui est une héroïne. Ça aussi c'est particulier, et en même temps c'est un seinen, c'est pas un shonen, donc du coup effectivement c'est normal que ça soit pas comme les autres shonen, mais c'est pas tout rose à l'intérieur, et on y trouve un croisement des genres, voilà, intéressant pour moi aussi, autant graphiquement que scénaristiquement. L'auteur elle-même est une illustratrice, une cover artist pour du comics Star Wars, DC, Marvel, donc son trait est légèrement plus figé, plus dans l'illustration que dans les mangas habituels, donc on est face à un chouette melting pot. Ça c'est mon 5ème, 4ème. Et ça serait édité chez qui, ça? C'est édité chez Pika. Pika en avril, donc. Mars. En mars. Bon, je vais dire avril quand même, c'est pas grave. Oui, mais les c'est gens noté pourront en l'acheter mars. dès le mois de mars. Ça c'est mon 5ème, tu vois, là je mets pas encore trop l'accent dessus. Oui, tu commences gentiment, on dirait que tu nous as parlé de Kiki la petite sorcière. Ok. Oui, déjà, C'est ça, c'est vrai mais, que l'Atelier des Sorciers. L'Atelier ça des fait un Sorciers, peu- ouais. Et du coup, forcément, il y a un petit côté Harry Potter. Parce qu'on voit sorcier, école, enfin apprentissage sorcier égale Harry Potter. Y'a que toi qui le Bah vois. ouais. Hein. Non, on non, n'a mais rien dit. Hein. dans- On a dans- dit Kiki la petite sorcière. Donc Harry Potter, tu t'es lancé tout seul. Dans le monde moderne. Tu l'assumes maintenant. Non, je vais vous parler aussi de Dr. Stone. Je fais très vite sur ces deux-là. Dr. Stone, c'est un manga du Shonen Jump, un manga à concept avec un mélange de hard science, de post-apocalyptique, mais à la sauce Boichi et Inagaki. Boichi, c'est l'auteur de Sunken Rock, lui il est au dessin. Inagaki, c'est le scénariste de High Shield 21, il est au récit. Donc c'est totalement survolté, c'est un manga qui nous montre un phénomène mystérieux. En gros, en une fraction de seconde, l'humanité entière est transformée en pierre. Des milliers d'années plus tard, il y a Taiju et Senku, les deux héros, qui se réveillent et qui décident de rebâtir la civilisation à partir de zéro, puisque des milliards d'années sont passées, donc je vous laisse imaginer que la nature a repris le cours. Et au tome 1, c'est donc l'âge de pierre, et puis peut-être que par la suite, ils réussiront à conquérir les étoiles. Mais en tout cas, ça part de l'âge de pierre, et ils doivent aller... C'est qui Pierre? On va pas retenir cette blague. Dr. Stone, c'est donc un manga, voilà, survolté et totalement différent. Et c'est le premier shonen de Boichi. Enfin, Oui. à ma connaissance, c'est le premier shonen de Boichi. Oui. Oui. J'ai bien l'impression Ouais. que pour Boichi, c'est son premier shonen au Moi, dessin. c'est là-dessus que j'attends surtout. Et ouais. Moi, je l'ai lu, c'est bien cool. Non, mais c'est... Bien cool. Ils sont tous sympas. Il y a beaucoup d'ingrédients, et il était à 2 doigts de rentrer dans mon top 3, mais j'ai dû le redescendre un petit peu. Parce que Boichi, il a fait un autre manga, un peu plus vieux, mais qui sort aussi seulement au mois de juillet en France. Dr. Stone, ça sort au mois de tout début avril. D'accord. Ouais. Tout début avril, et ça va être aussi un gros carton, hein. Enfin, voilà, on va pas se cacher. Les mangas que j'ai choisis, c'est pas des mangas C'est pas des mangas underground. Oui, pas des mangas underground Ouais. sous le manteau, où on dit attention, la Personne révélation n'achète de ces ouf. mangas sous le manteau.
Tu sais méfie-toi. Je sais pas ce que tu lis, T'as mec. jamais vu un Gilbert Jeune partir. Mais l'autre manga de Boichi, c'est celui-ci qui m'intéresse. Et voilà, les deux là étaient dans mon top 5, mais là on rentre sur le podium, le troisième. Là, on rentre dans le dur, là. C'est ça, c'est Origin. Origin, c'est du full Boichi. Boichi au scénario, Boichi au dessin. Ça se passe dans le futur à Tokyo en 2048 et la capitale japonaise, Tokyo, est donc devenue un véritable ni du crime ni du terrorisme. Voilà, on y met toutes les sales personnes du monde. Oui. Bah, c'est Boichi dans toutes ses largeurs. C'est-à-dire, c'est vraiment un manga de mafia, mais mafia et science-fiction. C'est ce qu'il avait annoncé d'ailleurs quand il était venu en France dans les interviews. Il avait dit que lui, ce qu'il voulait faire, c'était de la SF. Et là, il va mélanger du récit de mafia et du récit de SF. Ça va être une tuerie. Mais du coup, ça fait 2 trucs de SF. Il avait déjà fait un petit peu de SF, puisque. Avec H2O, hein. Non, pas du tout, avec le spin-off de Terraform Mars. Oui, c'est vrai. Oui, Azuma, qui était pas ouf. Ouais, c'était pas ouf. Et ne crois pas que je t'ai pas entendu, Flavien. Non, Dr. Stone n'est pas de la SF. Bah, je sais pas, moi je le mets dans la SF quand même. Alors, la définition de la SF, c'est un récit à partir d'un récit d'une avancée scientifique ou technologique. Et bah oui, il y a une dans avancée, le futur. Oui, mais il y a une avancée scientifique. Le fait de faire Dr. Stone, tu vois. Le fait de réussir à. Non, il y a justement une régression scientifique dans Dr. Stone pour le coup. Oui, c'est l'inverse en fait. Ouais, mais il crée pas un truc pour réveiller les vampires. Il y a pas un truc. Mais ceci dit, je pense que le post-apocalyptique, c'est du sous-genre de la SF. Ouais, c'est un sous-genre de la SF. Du coup, pour moi, c'est dans la SF. L'univers est post-apo parce que ça a été détruit, mais on sait pas pourquoi ça a été détruit. En tout cas, sans aller plus loin. Ouais, c'est entre art science et. Ouais. Art science, mais post-apo quoi. Dans la définition plus réduire de la science-fiction, on peut pas mettre Dr. Bah, de toute façon, c'est toujours le problème de la science-fiction. Oui, c'est ça, c'est ce que tu mets dedans. Je suis d'accord que c'est de Dr. Stone, c'est de la hard science pour de vrai. Hard science, mais pas science-fiction. Puisque dans la science-fiction, il y a un côté technologique futuriste. De toute façon, c'est des sous-genres, c'est du fantastique. Seul sur Mars, fantastique, c'est bien. Seul sur Mars, c'est pas de la science-fiction. Ah, c'est vieux ça, Seul sur Mars. Non, c'est d'il y a 1 ou 2 ans. 2 ans. Ah non, moi je l'ai pas vu alors. C'est le film avec Matt Damon quand il est sur Mars et qui fait pousser des patates. avec son caca. Je résume rapidement là. Du coup, je peux pas répondre à ta question. Non, mais bon. En fait, c'est. Du coup, je peux dire non. C'est toujours le problème de cette appellation science-fiction dans laquelle on met Star Wars et je sais pas, les trucs de Philippe K. Dick quoi. C'est un peu. Tu vois, c'est un peu bizarre que ce soit dans le même registre quoi. Les deux sont réunis par une avancée technologique qui n'est pas réalisable aujourd'hui. De la science-fiction. Mais bon, si tu veux, Star Wars, pour moi, ça ressemble plus au Seigneur des Anneaux qu'à Blade Runner. Quoi. Ouais, après, c'est un autre débat. Après, tout ça vient. C'est pour ça que je dis que l'appellation est. Tous ces sous-genres viennent du fantastique. C'est l'univers fantastique. Après, l'imaginaire. Dans le fantastique, t'as de la fantasy, t'as de la SF. Après, dans la fantasy, t'as des sous-genres. Dans la SF, t'as des sous-genres. Mais tout ça, ça reste du domaine du récit fantastique et imaginaire. C'est ça. Et arrêtez de m'embêter sur mes mangas, ok ? C'est mes mangas. Je touchez pas. Vas-y, continue. Origine, donc ça sort chez Pika. Franchement, tu l'as mis en 3, je suis déçu. C'est toi qui me déçoit en me disant que ça va, toi aussi, arrête maintenant. C'est toi qui as fait la blague sur Pierre. Bref, bon, il y a des androïdes dans Origine, ok, c'est le bordel, et il y en a un qui est pas d'accord avec tout ce bordel, et c'est l'Origine, et voilà, ça donne le nom du manga. C'est Rock dans le futur. Bref, c'est un seinen, c'est violent, c'est cathartique, comme l'aurait dit Johnny. Il nous ment. C'est juste pour lui faire un petit hommage. C'est magnifique. On sait qu'il est en cavale. Ah bah oui, Adopi du court après. C'est magnifiquement bien dessiné, tout est beau dans ce bouquin, c'est vraiment vraiment chouette. Notez ça dans vos agendas, il faut au moins ouvrir Origine au mois de juin, ça sort. Voilà. Mon numéro 2, c'est Black Torch. Black Torch, il y en a qui l'ont lu dans la série. Oui, celle-là lu. L'histoire d'un gamin, Jiro, qui vit au Japon. Lui, il a un truc depuis tout petit, c'est qu'il parle aux animaux. Ça a l'air important, mais en fait ça le sera pas trop. Du coup, quand il peut, il va aider les animaux. Il est doué pour la bagarre puisqu'il est descendant de Shinobi. Puis un jour, il va tomber sur un mystérieux chat noir blessé. Il va essayer de le sauver et il se trouve que ce chat, c'est un esprit puissant, un Mononoke, qui est en cavale comme Johnny, et il devra faire équipe avec ce chat. Dans une alliance contre nature. Ce chat s'appelle Rago, il va lui donner un sacré pouvoir. C'est celui de raconter de la merde, de raconter des ragots. C'est intense, c'est rythmé, c'est. Vaut mieux rien dire. Ça ressemble à beaucoup de choses et c'est très différent à la fois. Il est compliqué ce manga, mais il est bien. Faut juste l'ouvrir. Oui. Faut juste mais l'ouvrir. c'est surtout comme Origine. Ouais.
Oui, exactement, parce que là on a un talent graphique qui est tellement c'est ouf très, très beau. Graphiquement, c'est bien, mais après, moi, j'ai un peu des doutes. J'attends de voir. Le tome 1 est tellement alors, fouillis je suis que... pas comme. J'ai pas des doutes parce que j'ai trouvé Fouillis, ça. attends, pardon, il a dû utiliser le mot fouillis. Alors, explique-moi, j'attends des arguments, des détails fouillis. En fait, le truc, c'est que graphiquement, il déboîte. Sauf que au niveau de la construction, moi je trouve fouillis en fait. La construction de quoi ? Au niveau de la narration, je sais pas, il y a un truc, pour moi il y a un truc qui va, que je n'arrive pas à rentrer dedans en fait, tu vois. Il va trop vite pour toi ? Ouais, je pense. Bah, je pense qu'effectivement il déconstruit son récit et en même temps il s'est emparé d'énormément de codes. Je pense que c'est inconscient dans son récit, donc c'est très codifié. En même temps, il va plus vite et il défait les codes, il défait le rythme habituel du shonen neketsu, et en même temps, il lui a fait passer un espèce de petit cap en étant un peu plus sanglant. Moi, je trouve pas qu'il est spécialement rapide, hein, ce tome 1. On va se dire que le page, il est déjà le plus puissant. Ouais, mais par rapport à Dr. Stone, il se passe 1 million de trucs dans le tome 1. Beaucoup plus vite pour moi. J'ai pas encore lu Dr. Stone. Et j'ai beaucoup aimé les deux, hein, mais je trouve que on a cette impression de rapidité sur Dr. Stone, mais quand on reprend les codes basiques les codes ne peuvent pas être basiques dans Dr. Stone du Neketsu, qui ne l'est pas effectivement, mais dans Black Torch au bout de 10 pages il est déjà ultra puissant. Après je sais que Robin et moi on a trouvé un petit lien où on était d'accord, c'était Bleach. Moi je retrouve vraiment le tome 1 de Bleach. C'est vrai. Du coup je trouve pas ça trop rapide. Ouais, mais imagine, c'est comme si dans Bleach dans le premier chapitre il sortait son Bankai. C'est pas le cas. Non. Mais oui, c'est pas le cas. Dans le premier tome de Bleach, il sort un putain de Zanpakuto, si je dis le nom correctement, et il met direct un coup et il bute. Le problème, c'est pas Zanpakuto, c'est le mot putain. Ah bon? Mais je comprends pas pourquoi du coup. Il sort un d'énorme rassa. Et au final, c'est exactement ce qu'il fait dans Black Torch. Alors, il faut pas spoiler les gens là parce qu'on est un petit peu tôt pour en parler, mais au final, pour moi, on a le même rapport de force, c'est-à-dire découverte du pouvoir. Et qui dit découverte du pouvoir dans un tome 1 dit vaincre le monstre en un coup. Ça, c'est un impondérable du shonen, du tome 1 du shonen. Et puis, il y a le graphisme vachement léché, le sens de la composition des images, c'est super fort et tout. Et puis l'esprit du chat qui est un peu l'alter ego de Rukia au début, quoi. Tu vois, l'esprit d'un autre monde. C'est en ça que je dis semblable et différent à la fois, semblable à plein de choses et en même temps différent. Moi, ce mec, je le suis. Juste sur le dessin, je le suis. Sachez juste que ça ne sera pas une série très longue. Mais ça m'étonne pas. C'est déjà annoncé, c'est déjà. Moi, j'aurais pas cru que ça aurait été une série courte. Moi, j'aurais bien vu 30 tomes, tu vois. Bah, comme Bleach, après, quoi. Pas une série longue, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça peut être 20 tomes. On m'a pas communiqué le nombre de tomes, effectivement. Pas une série longue, ça peut effectivement être 20-25 tomes, ou 16 comme Siren. Tu vois. Un autre point commun qu'il a avec Bleach, c'est la représentation des animaux. Il les dessine vraiment. Ah, mais grave, c'est exactement ce que je me disais. Les chats, il dessine ultra bien les animaux. Il fait vraiment très bien. Et pour aller un peu plus loin dans l'histoire, on a un affrontement d'Onmyoji, des sortes de fonctionnaires ninja. Oui, voilà, parce que le ninja doit être un fonctionnaire aussi. Et en fait, c'est ce qu'il a voulu. Lui trouvait ça marrant d'imaginer le rationaliser. De rationaliser le ninja de 2018 comme des fonctionnaires qui faisaient leurs horaires, leur boulot, etc. Face à des mononoke, des esprits qui sont là sur Terre depuis la nuit des temps, mais qui étaient de leur côté. Les humains étaient de leur côté, les Onmyoji il faisait un petit peu la police entre les deux, le ménage, et tout se passait bien. Mais alors là, effectivement, les deux mondes commencent à se confronter, et c'est là où tout part en sucette. Non, mais là, de toute façon, c'est juste sur le dessin. Faut l'ouvrir pour le dessin. C'est vrai que pour le dessin, j'ai rarement vu autant de double pages dans un tome 1 déjà, vraiment. Et c'est violentes les doubles pages. Des doubles pages très très violentes, magnifiques, très peu de trame, tout est bien ancré. C'est vraiment magnifique. Moi je le suis, je m'en fous de ce qu'il raconte, j'en ai rien à foutre. Le dernier de mes mangas, le numéro 1 pour moi, c'est vraiment, j'espère que le peuple du manga de la France va dire que c'est la future meilleure vente du manga de 2018. En tout cas des lancements. Ça ne dépassera pas One Piece tout de suite, effectivement. The Promised Neverland. J'ai pas vraiment envie de raconter de quoi ça parle.
Moi, je préférerais que tu racontes pas parce que du coup, j'en ai rien lu, donc je préférerais que tu racontes pas. Je connais des petits trucs, mais je pense que ça peut être une bonne surprise. Et quoi. Limite, je trouve que c'est bien qu'il y ait un peu une aura de mystère autour de ce titre. Alors, non, on peut pas dire surprise par Promise Neverland parce que c'est le manga le plus attendu par pas mal de suiveurs. Je veux dire surprise quand tu le lis, quand tu vas lire, tu vas être surpris de voir les trucs. Manga de l'année des critiques au Japon, une des meilleures ventes dans les nouveautés. Gros lancement de Kazé cette année. Ils ont déjà énormément flyé là sur Angoulême. Ils ont distribué des extraits à Angoulême, ce qui est pas le meilleur endroit pour distribuer du manga, mais ça veut dire qu'ils comptent beaucoup dessus s'ils vont le faire même sur Angoulême. Il y a un mini-site qui est déjà au point. On peut commencer à lire les premières pages. Il y a même une cover spéciale aussi qui va. Il va y avoir une cover qui est réalisée par Benjamin Lacombe. Auteur de bande dessinée qui avait fait notamment du Alice au Pays des Merveilles, si je dis pas de bêtises. Oui, il a un univers très Alice, enfin très fantastique. Wonderland pour Promise Neverland. Ouais, en même temps, Neverland, ça fait penser à. Non, mais c'est vrai que j'ai pas envie de spoiler, de donner quelconque indice qui gâcherait la lecture. Moi, je suis chaud. Comme dans Dr. Stone, c'est marrant parce qu'il est aussi question de survie. Dans ce manga, et ils sont publiés ils sont prépubliés dans le même magazine, dans le Shonen Jump, et ils se côtoient souvent. Ils sont l'un derrière l'autre. Ça fait partie des gros mangas dans le Jump en ce moment. À l'intérieur, on va échafauder des plans comme les personnages de Hunter peuvent échafauder des plans. D'accord. Et Hunter revient aussi là en ce moment dans le Shonen Jump. Ça va commencer à se taper. Ouais, ça commence à se taper, c'est bien, c'est beau, c'est particulier. Voilà, je veux juste dire, lisez, kiffez The Promise Neverland. Ça va être un gros titre de cette année. J'ai pas vu les bouclettes. Enfin, j'en ai vu un. Je l'ai feuilleté, j'avoue que le dessin m'a pas. Non, moi là comme ça me branche pas, mais il m'a bloqué. Tellement, Max. Mais bon, j'avoue que le dessin au début il attire pas, mais en fait, quand tu vas un peu plus, tu commences. Moi j'ai lu genre 3-4 pages. Et tu commences à dire, tu fais mais après, je sais bien que le dessin, je sens que c'est fort en intensité, quoi. Oui. Posuka Demisu, c'est le nom de la dessinatrice. Un artbook est disponible de ses anciens travaux, de ses travaux avant qu'elle dessine pour le Jump, en import assez facilement sur internet. Vous tapez son nom dans la plupart des sites de e-commerce ou sur les moteurs de recherche, vous allez pouvoir le trouver, ce artbook. Je vous le montrerai, messieurs. Ah bah oui, avec grand plaisir. Et parce que là, pour sac derrière toi en fait. Et tu veux que je l'ouvre de manière radiophonique? Ça va être très non, ça va pas marcher. Mais effectivement, c'est un univers particulier. Je vous avais envoyé quelques images. Mais moi je suis toujours pas convaincu d'un point de vue graphique. Là je suis toujours pas convaincu, mais de toute façon je l'ai pas lu et tu m'en parles tellement que oui voilà. Puis on sait bien que le dessin voilà, si l'histoire est mortelle, on sait bien que le dessin ça passe. Mais ça m'étonne que tu mettes Origins derrière Black Torch quand même. Ouais, mais Black Torch ça a été une claque tellement quand je l'ai lu. Ouais, mais Origins, on est quand même sur du Boichi plus. Après, c'est aussi une question d'âge. L'auteur de Black Torch est plus jeune que Boichi. Il est complètement plus jeune, et puis peut-être que j'attendais déjà Boichi, donc j'ai pas été surpris. Oui, mais ça m'étonne parce que putain, Origins, ça envoie quand même du très très lourd, quoi. En tout cas, c'était mon premier avis, c'était le plus long de tous. Ça, c'est fait, c'est passé. Mais mon top 5 de 2018 est déjà fait. Voilà, vous avez plus qu'à aller les lire cette année. On va passer à toi, Cagnard. T'as pas misé très gros, hein. Ouais. T'as pris les titres qui étaient le plus attendus chez chacun des éditeurs. Non, parce que c'est moi qui les attends. Ok, ça va, calme-toi. Ah non, bah c'est pas du tout les éditeurs qui les attendent. Toi, pour 2018, tu veux voir l'animé de Radiant. Oui, je veux carrément voir l'animé de Radiant parce que du coup, alors il y a eu l'annonce pendant Angoulême que Radiant allait avoir droit à son adaptation animée par la NHK. Donc on parle quand même de quelque chose d'historique. Attends, c'est un truc de malade, oui. Toi, tu dis ça comme si de rien n'était. Oui, Radiant va être animé, va être adapté par la NHK. Attends, on parle d'un manga créé en France. D'un manga français publié chez Ankama, qui va avoir droit à son adaptation. Alors comment tu veux que je le fasse? Tu veux que je fasse des roulements de tambour? Fais des roulades en même temps. Je vais faire des roulades, mais du coup, je suis très content. Parce que Radiant, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que Tony Valente, c'est vraiment un des auteurs les plus talentueux qu'on ait en France. En 2 mots, on l'a déjà fait. Ça parle de quoi, Radiant? Si jamais il y a des gens qui ne l'ont pas encore lu. Quelques mots, on raconte l'histoire de Seth qui habite dans le village de Pampo Hill. Seth est un infecté.
En fait, les infectés sont des humains qui ont été touchés par des monstres, et à partir du moment où ils sont touchés, c'est comme si on jouait à chat, en gros. Ils sont infectés, ils ont une tare physique qui apparaît, mais ça leur permet aussi d'utiliser des pouvoirs magiques. Sauf que les humains détestent les infectés vu qu'ils les assimilent exactement aux monstres qui les attaquent, et on va suivre l'histoire de Seth, qui lui va décider de remonter la source des pouvoirs magiques et de découvrir l'Oradiante. La source de tous ces pouvoirs s'appelle l'Oradiante. Et là, du coup, on part sur un shonen neketsu, j'allais dire de base, mais c'est pas de base, parce que c'est, au niveau du dessin, c'est maîtrisé à la perfection. Et puis culturellement, l'auteur n'est pas japonais, il a d'autres influences, il a d'autres lectures, même s'il en a des lectures manga. Mais... Bien évidemment, c'est un gros fan de Murata, de Oda, mais moi, c'est un des mangas qui me fait le plus rire que je connais. Et là, je mélange les mangas japonais et compagnie, c'est vraiment un manga qui me fait rire. Ouais. Parce que Tony Valente a un humour à la française, du coup je pense qu'il sait comment nous faire réagir aussi. C'est un manga qu'on suit depuis le début, au final, depuis la sortie, qu'on suit, et c'était évident qu'au bout d'un moment, un auteur aussi talentueux que Tony Valente allait avoir droit à son animé. Ouais, mais j'aurais plus vu, tu vois, Ankama décider de le réaliser. Voilà, mais là au final c'est encore mieux. C'est un studio NHK, japonais qui est venu le chercher pour lui dire on va faire l'animé de Radiante. Alors j'ai sondé quelques collègues spécialisés en animation, quand ils ont vu le nom du réalisateur, ils ont dit bizarre. C'est le réalisateur de Assassination Classroom, c'est ça? C'est ça, exactement, c'est Eiji Kichi. Alors ça, moi, honnêtement, je m'en branle. Je vais être honnête, je m'en branle complètement. Mais ils étaient juste circonspects de voir ce réalisateur et sur Radiante. Voilà, c'est juste une information. Après, il faut aussi remettre ça à l'échelle, tu vois. Ça reste le premier animé adapté d'un manga français. On va peut-être pas lui donner la pointure des pointures pour adapter un manga qui se vend au Japon, mais qui n'est pas non plus, tu as une des top ventes. Mais c'est produit par la NHK. Là, on parle pas d'un truc de coprod bizarre ou je sais pas quoi. C'est la NHK, tu vois. C'est mine de rien, c'est un truc qui est énorme. Et je voulais revenir aussi sur une polémique qu'on a vécue à Angoulême parce qu'on y était et qu'on a entendu un petit peu partout. L'info a quelque peu fuité de la part du créateur d'Ankama, de Tot, dans une interview qu'il a donnée à Kesmat. Sauf que l'info n'avait a priori pas été validée par le Japon. Du coup, il y a eu toute une sorte de smala. Alors là, on est vraiment sur de la tambouille de festival, tu vois, où si tu n'étais pas au festival, tu pouvais pas le ressentir. Mais il y a eu une sorte de montée, genre, va y avoir l'anime Radiante. Mais du coup, vu qu'ils n'avaient pas le droit de le dire, tout le monde du côté d'Ankama et de la prod a dit non, ça n'existe pas. Du coup, contractuellement, ils n'avaient pas le choix, j'imagine. Ils n'avaient pas le choix, je pense, j'en sais rien, tu vois. Mais du coup, tout le monde s'est retourné contre le journaliste qui avait annoncé ça au final. Sauf que le journaliste, il l'a pas annoncé, il a juste retransmis des propos du patron d'Ankama. Et du patron d'Ankama, c'est-à-dire c'est pas une source, genre il a pas pris une source de n'importe qui. Il s'est fait pourrir sur les réseaux sociaux et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste d'en arriver là, tu vois, de dire. Le gars reprend les paroles du patron d'Ankama qui a peut-être fait de la merde, mais ça, ce n'est jamais rentré en ligne de compte de la part des tweetos, tu vois, qui l'ont agressé. Et enfin, qui l'ont agressé, oui, parce que c'est monté quand même assez haut. Ouais, c'est monté, c'est bien. Pour au final, je pense que ça a pris un peu de temps de gestation de dire si tu as communication de crise, en gros, comment on fait. On devait l'annoncer plus tard. J'imagine qu'ils voulaient l'annoncer plus tard. Ils voulaient l'annoncer dans 2 mois. C'est ça, dans un communiqué, Tony a écrit qu'il était prévu que ça devait être annoncé dans 2 mois. Ça devait être annoncé plus tard. Du coup, ils sont repris et là, finalement, l'annonce est tombée là très récemment. Et par la NHK elle-même qui l'a posté sur son site, l'a dit. Par l'éditeur japonais de Radiante également, Euromanga. Et ensuite par Tony qui l'a dit aussi sur sa page. Mais tout ça pour dire, sérieux, vous êtes relou, franchement. C'est juste une super nouvelle, quoi. C'est vraiment juste une super nouvelle. Du coup, pourquoi aller chercher qui a dit quoi, tu vois. Ça m'a saoulé parce que en fait, ça a juste assombri cette putain de news qui devait être la meilleure nouvelle. C'est un cocorico en plus. C'est un putain de cocorico et en plus Tony, on l'a vu souvent en interview et compagnie. Ça a l'air d'être un auteur qui est vraiment top. Alors voilà, j'ai envie de voir parce que ceux qui ont lu Radiante ont vu les pages couleurs de Radiante, ont vu très bien, et tous ceux qui ont vu les pages couleurs de Radiante se sont dit oh putain, en animé ça serait une tuerie. Eh ben on va l'avoir.
Et ça on sera va l'avoir pour le mois d'octobre au Japon, on imagine, et on espère que ça va coïncider en France. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas tant de chaînes que ça. Non, Capable mais on de diffuser trouver ça. moyen de le regarder, quoi. C'est Non, mais obligé. en fait, bêtement, je m'imagine qu'un ADN, qu'un Crunchyroll ou qu'un Wakanim serait peut-être l'endroit idéal pour moi je pense que là ils vont se précipiter là. Ils se positionnent direct. C'est même pas se positionner là, ils vont se précipiter. Depuis l'annonce, je sais pas ce qui va se passer, mais depuis l'annonce que le premier qui va l'avoir, CNH qui va le faire, mais là ils vont se précipiter. Le premier qui va l'avoir, ça va être sympa quoi. Et ils ont intérêt à se précipiter parce que c'est et de toute façon ça sera piraté obligatoirement. Oui, mais comme tous les Max, trucs. tu te souviens au lancement de Radiant, on avait participé aux dédicaces de Tony, on était allé voir. Il y avait du monde, mais pas de ouf non plus. Il y avait du monde, c'était un tome 1. Et là maintenant, à la dernière Japan Expo, il avait une file de dédicaces, mais complètement malade. Donc c'est pas un manga qui a besoin de faire ses preuves. C'est un manga qui fonctionne. C'est un manga à la Dreamland. C'est un manga qui ne peut que conquérir de plus en plus de monde au final. L'animé ne va servir qu'à ça au final, à conquérir encore plus de monde. Mais ça va être, l'animé, l'impact de l'animé sur les ventes, à mon avis, il va être énorme. Et tu vois, c'est pas je pense à l'animé Last Man par exemple, tu vois, je veux pas du tout l'obscurcir, au contraire, qui a un parti pris hyper artistique, hyper français. Bon bah là on va avoir peut-être un truc un peu plus tradit japonais, a priori vu le réalisateur. Mais franchement, c'est pas grave. On y arrive là. On commence à toucher au but. C'est quand même une belle success story aussi pour Tony, quoi. Très belle success story pour Radiant qui arrivera donc au Japon en 2018 au mois d'octobre. Et puis en France, dès qu'on a une info, on vous la donnera. Ouais, pour de vrai, dès octobre 2018 en France aussi, on va arrêter. Non, mais en vrai, on n'en sait rien, mais on espère. Mais comment ça, en vrai, dès octobre 2018, on l'aura tous vu. Mais on espère. Ça Par va. voie légale, on Suivez-nous espère. sur les réseaux sociaux. Pour 2018, Flavien, tu ne veux plus voir d'isekai en animé, tu m'as dit. Ouais, tu en as ras-le-bol des isekai. Ouais, j'en ai marre de isekai. Je crois que j'en ai beaucoup vu et lu aussi en 2017. Qu'est-ce que le isekai ? L'isekai, en fait, c'est le fait de se projeter dans un autre monde. Par exemple, c'est Sword Art Online. Sword Art Online. Log Horizon, c'est-à-dire qu'une personne qui meurt et hop, elle va arriver dans un autre monde, ou alors on va voir un autre monde se créer sous différentes facettes ou des ponts qui vont se créer. La plupart du temps, un monde de jeux vidéo, un monde magique. Ouais, toujours un monde magique. RPG, C'est très souvent un monde de RPG. Et on a eu, il y en a eu quand même pas mal en 2017, aussi bien en manga qu'en animé. J'ai fait une sorte de liste exhaustive aussi en manga. Il y avait sur 2017. Sur 2017, il y avait Re-Monster. Il y avait ReZero, Tales of Wedding Ring, Love in the Hell, Mushoku Tensei, Overlord. Je te coupe, mais Mushoku Tensei, c'est un Tensei comme son nom l'indique. Ouais, mais moi je le mets dans l'isekai parce qu'en fait, mine de rien, les personnes y meurent et puis hop, il revient dans un monde magique. Oui, mais alors, non, mais il y a des genres. L'isekai, tu te transportes dans un monde. Le Tensei, tu te réincarnes dès l'enfance. Oui, mais même, tu vois, le truc de slime, c'est pareil. Pour moi, c'est. Tu te réincarnes aussi. Le truc de slime donne le vrai titre de slime. Je me rappelle plus du titre. Moi, quand je me réincarne en slime. Moi, quand je me réincarne en slime. Mais ouais, The Rising of the Shield. Pourquoi t'en as marre ? Qu'est-ce que tu leur veux ? Ne les lis pas, c'est tout. Non, et parce que d'un coup, il y en a eu beaucoup. J'ai une grosse. Parce qu'en fait, en France, il n'y en avait quasiment jamais eu à part Sword Art Online. Mais ça arrivait. C'était une mouvance. D'un coup, hop, tout est arrivé. Les light novels ont fonctionné au Japon. Et d'un coup, tout est sorti en France d'un coup, quoi. Et c'était juste que c'était pas. Je me permets juste aussi, c'est que en termes de fantasy au Japon, le isekai et les tensei est très présent. Il y a quasiment que ça au Japon dans la fantasy. En France, il y avait très peu de mangas de fantasy purement fantasy hardcore. Et quand des éditeurs comme Ototo est arrivé avec Sword Art Online et tous les autres dans la foulée, ils ont ouvert une porte, ils ont ouvert une voie, mais en fait, et c'est juste ça a fonctionné et tous les éditeurs se sont dit oh bah ça fonctionne. T'as choisi le mauvais adversaire, Flavien. Non, mais il est fan, mec, c'est fan de Isekai. Il faut que j'en fasse. Non, mais c'est surtout pourquoi qu'est-ce qu'il en veut Mais non, mais c'est juste que ça. Il ne les lit pas, c'est tout. Pour moi, c'est parce que je lis des shoujo. Bah, il faut les lire. Non. Et en fait, même dans les shoujo, il y avait de l'isekai d'ailleurs. Mais en fait, c'est juste que c'était pour moi, c'était trop d'un coup. C'était pas distillé, quoi. C'est l'effet de mode, ouais. C'était l'effet de mode. Même en animé, il y a eu, je sais pas, il y a eu une dizaine d'animés qui étaient sortis sur l'isekai. J'en ai pris juste quelques-uns. Et, bon, il y en a un qui était vraiment en mode on fait de l'isekai, c'était Isekai Shokudo. C'était juste un restaurant où on ouvre une porte pour aller manger d'un monde à un autre. Enfin, c'était le monde fantasy qui allait manger dans un restaurant
Il y a un manga qui existe aussi comme ça dans le même esprit où le mec peut il est dans un monde magique médiéval. Et il ouvre une porte tous les samedis. Non, il a juste un petit système où il peut commander alors je crois que c'est une sorte de Amazon où il peut commander des produits du japonais contemporain dans le monde médiéval. Et bah là c'est à peu près la même chose. Tous les samedis il y a une porte qui s'ouvre et ils vont manger dans un restaurant japonais classique ou un truc européen quoi. Mais c'est marrant, je veux dire au milieu. C'est marrant. Tous les autres shonen etc. C'est rigolo mais au bout d'un moment. Ouais mais au bout d'un moment. Puis il y en a certains qui sont plutôt bon. Ouais, mais il y en a qui, par exemple, pour moi, qu'est-ce qui t'énerve dans l'isekai ? Parce que moi, je lis pas trop d'isekai, en fait, mais là, vous me parlez d'isekai, j'ai l'impression que c'est comme tu me disais le shonen, tu vois. Non, pour moi, ce qui m'énerve, c'est que, en fait, c'est devenu, même dans les light novels, il y en a beaucoup qui sont sortis, c'est revenu sur une sorte de tendance où on fait tous à peu près les mêmes choses, on est dans le même univers, on va se réincarner, ou alors on va montrer un nouveau monde où on arrive, etc. Ouais, mais est-ce que le shonen ou le shoujo, c'est pas un peu les mêmes bases à chaque fois ? Non, non, pas pour. Globalement, dans le shoujo romance, il y a une romance à chaque fois. Oui, et dans le shoujo d'aventure, dans le shonen d'aventure, il y a de l'aventure. Et c'est juste que, un orphelin qui va. En fait, sur une période de temps donnée, tu vois, sur le shonen, sur le shonen Nekotsu, t'as quand même 10 ans, etc. Là, sur les isekai, sur un peu de temps donné, il y a eu plein de choses qui sont sorties d'un coup. Non, et mais c'est ça qui me te rejoins, c'est-à-dire qu'il y a une analyse à faire sur l'année 2017. Si vous regardez un petit peu ces titres non attendus de 2017, à part les quelques gros blockbusters, ceux qui ont pas mal vendu mais qui n'ont pas qu'on fait parler d'eux alors qu'on ne les attendait absolument pas, c'est quasiment que des titres de fantasy. Chez des éditeurs comme Ototo, comme Doki Doki, qui sont pas des très gros éditeurs en France, mais en tout cas ils ont fait des très bonnes ventes avec des titres de fantasy qui au Japon, quand tu as le choix, quand il y en a beaucoup de titres fantasy, t'as l'isekai, t'as du tensei quasiment tout le temps. En France t'en avais quasiment jamais eu. Effectivement, tu prends les meilleurs et les meilleurs, c'est ceci, c'est cela, et c'est juste que pour moi c'était pas assez distillé, tu vois. Enfin c'était mais tu vas pas demander aux éditeurs de distiller, tu vois. Enfin, ça serait leur demander de se mettre d'accord entre toi t'en sors un en janvier, moi j'en sors un en juillet. Bah non, en fait, ils essayent tous de sortir ce qui fonctionne en même temps. Tu vois, moi en tant que lecteur de manga, je me suis dit waouh. J'en lis quand même beaucoup là. Mais arrête juste de les lire. Hein. Oui, non, parce que moi, en vrai, tu les identifies de loin. Hein. Non, parce que moi, je lis tout. Du coup, j'essaie de savoir. Est-ce qu'il y a un truc parce que tu vas être blasé de tout. Mais non, je suis pas blasé de tout. Ce truc-là, c'est juste si que t'es blasé des isekai déjà. Non. Arrête alors de lire les isekai. Mais même en animé, tu vois, je me suis dit arrête de les regarder. Non, mais des fois le titre. Qu'est-ce qui t'arrive ? En fait, je vais cliquer sur un. Moi, je préfère dire je ne lis pas de tout et dire bah ouais, le yaoi, je m'en fous. Non, mais je vais pas lire tous les yaoi. Dire bah ouais c'est relou, il y a toujours des mecs là qui je veux toujours voir ce qui se passe. Mais parlez pas les uns sur les autres. En animé, je vais pas forcément voir le pitch etc. Je vais cliquer sur le truc et je suis encore tombé sur le isekai quoi. Bon bah lis les résumés alors. Et du coup, je pense que non mais j'ai une bonne conclusion. Lis les résumés. Non mais tu vas en avoir d'autres en 2018. C'est sûr qu'il va y en avoir d'autres. Mais c'était un peu mon coup de gueule de. Et non, pourtant ça continue de fonctionner. Ouais, mais c'est l'effet de mode. C'est comme les survival à une époque. Enfin, je veux dire, moi aussi ça m'agace quand il y a plein d'œuvres qui relèvent de la même logique, qui sortent en même temps parce que tu sens que c'est pas une démarche de faire découvrir des choses, c'est plus une démarche de surfer sur une tendance, et ça c'est toujours quand t'es un lecteur un peu éclairé et qui s'intéresse à quelque chose, c'est quelque chose qui t'énerve en général quoi. Enfin, que tu vois arriver, et du coup ça rend les récits un peu, enfin les politiques des éditeurs un peu artificielles. Tu dis bah ouais en fait ils font ça parce que ils surfent sur une tendance. Oui, évidemment, comme il y a eu effectivement la vague survival, on en a vu 70 000 arriver d'un coup. Là, il y a une vague fantasy où, effectivement, au Japon, une grande partie de la production est du isekai ou du tensei. Il y a 2 ans, on parlait pas de ces termes. Hein. Oui, on les connaissait moi, à peine. Moi, honnêtement, je connaissais pas. Mais enfin, après, je suis pas. Après, je pense qu'il y a une vraie démarche aussi éditoriale là-dedans. Tu vois, c'est-à-dire, on parle d'un principe très simple au final, c'est-à-dire les éditeurs manga ont du mal à se renouveler. Les light novels arrivent à ce moment-là, qui sont des scénarios limite prépayés pour le manga,
Et alors, beaucoup de light novels sont inspirés de l'isekai. Ça aussi, ça vient pas de nulle part. C'est une jonction entre le jeu vidéo et le manga. Du coup, oui, t'as une sorte de logique à ce niveau-là. Comment récupérer un autre genre de lectorat que le lectorat de manga? Allons chercher le lectorat du jeu vidéo. C'est une sorte de logique. Après, c'est ce que les visual novels aussi font un petit peu au Japon. Oui, voilà. France, ça marche pas vraiment. Mais... Enfin, tu vois, moi j'aime pas ça. Ça m'a pas empêché d'en trouver certains qui étaient très bons, qui fonctionnaient très bien. Malgré tout. Moi, quand je me réincarne en slime, n'ayant en plus pas les codes du jeu vidéo, du RPG, parce que je suis pas un gamer, j'ai trouvé ça très bien. Rising of the Shield Hero, j'ai trouvé ça très cool. Après, voilà. On se retrouve avec un héros bad boy comme on voit que rarement. Il y a des surprises. Sur Mushoku Tensei, t'arrives au tome 3. Mine de rien, honnêtement, Flavien, je les vois venir. Je les vois venir, tu vois, et je les achète pas et je les lis pas. Du coup, je sais que c'est pas mon truc, donc j'en ai lu quelques-uns. Il y a eu quelques surprises parce qu'on me les a conseillés. Après, attention, j'y suis pas allé au feeling. On me les a conseillés. Il y a eu du rabattage, mais après, évidemment, j'ai pas acheté. Je me suis pas dit, j'ai bien aimé moi quand je me réincarne en slime. Du coup, je vais acheter tous les isekai qui existent. Et puis rappelez-vous, il y a eu cette bulle survival. On en a déjà parlé dans d'autres émissions. Là, il y a cette bulle fantasy. Il y a une émission sur les 47 mangas à lire en 2017. On était là en train de prier pour avoir une bulle polar en France. Du coup, imagine un Flavien autre, un Flavouille. Un Flavien de la terre Alt J. Il va faire non, mais il y en a marre de lire des polars. Non, mais c'est juste que voilà, c'est mon ressenti en tout cas sur l'année 2007, c'est que j'ai l'impression d'avoir lu de isekai. Il en a marre. Arrête d'en lire. C'est pas les éditeurs arrêtez d'en produire. Je dis pas ça. Arrête d'en lire en fait. Après pour moi il y avait des très belles surprises, mais alors donne-nous quelques belles surprises en isekai pour toi. Rizero pour moi était une très belle surprise. Et tu en parlais justement dans l'émission les 47 mangas à lire en 2017. Pour 2018, lui, il veut lire et relire du Tezuka. Robin, dis-nous tout. Il en veut. En fait, pardon, je suis en train de mourir. Excusez-moi. Oui, alors moi, moi, je suis très attaché à toujours découvrir les œuvres patrimoniales, quelles qu'elles soient, que ce soit en bande dessinée, en film, en musique. Je suis toujours très intéressé par le patrimoine. Et en manga, et donc en manga, s'il y a bien un patrimoine phare, c'est Osamu Tezuka. Et je trouve qu'en France, malheureusement, la politique d'édition ou de réédition des œuvres de Tezuka était très chaotique et c'est assez difficile d'accéder à ce patrimoine. Et moi, c'est quelque chose qui m'agaçait énormément. Et j'avais notamment, je l'avais déjà dit ici, mais j'avais acheté les 3 premiers tomes des 3 Adolphes, que j'avais adoré, mais je ne trouvais pas le tome 4 autre que sur Amazon à des prix exorbitants et démentiels. Donc ça m'énervait parce que du coup j'ai jamais lu la fin de cette série, c'est ce qui m'agaçait profondément. Et alors là, en 2018, je suis ravi d'apprendre que Delcourt Tonkam a enfin décidé de rééditer un certain nombre d'œuvres de Tezuka, dont les 3 Adolphes. Bon, alors le truc, c'est qu'ils rééditent les 3 Adolphes qui étaient originellement en 4 tomes en 2 tomes. C'est ça. Donc, je vais racheter. Va falloir que tu vas racheter 2 tomes. Bon, limite, voilà, ça, ça va, tu travailles. Donc, donc, il va y avoir ça. Je travaille. Il va y avoir ça. Il va y avoir Ayako aussi en avril. Ouais, Ayako, il est cool. Et ensuite, attendez. Pardon, je prends mes petites notes. Il y aura La vie de Bouddha en juin que j'ai jamais lu non plus. Et donc, voilà. Barbara en juin aussi et MW. Ah, il réédite Barbara ? Je l'avais raté celui-ci. En juin aussi et MW en septembre. Donc du coup, ça fait quand même un certain nombre d'œuvres assez majeures de Tezuka parce qu'il y avait d'œuvres particulières. MW, c'est pas forcément la première à être citée, tout comme Barbara. Oui, voilà. Mais c'est vrai que oui, on pense à Astro parce qu'Astro pour le coup est déjà bien disponible. Mais c'est vrai que ces œuvres un peu plus, on va dire profondes et adultes et. Il est en train de dire qu'Astro c'est pas profond. Non, mais c'est pas ça. Mais là on est très profond. Là on est sur des œuvres de fin de carrière. Mais on est sur les œuvres où il a vraiment synthétisé tout ce qu'il a fait. Je t'enjoins à lire Gringo chez Kana de Tezuka, mais je suis certain qu'il y a beaucoup de choses parce qu'en fait c'est pour ça que je disais Bouddha et les 3 Adolphes fait partie de ses œuvres majeures, mais après c'est vrai qu'il y a certaines de ses œuvres un peu moins oui, puis Gringo a cette particularité qui sont dispo, mais qu'il
il l'a dessiné, il était en train de mourir. Sur son lit de mort, vraiment. Ouais. Et Gringo est vraiment génial. De toute façon, Tezuka, c'est un artiste qui est fascinant. Et pour avoir fait l'exposition au festival international de la bande dessinée, ce qui m'a encore plus motivé et déclenché ce truc, c'est d'avoir vu l'expo Tezuka qui a été mise en place à l'occasion du festival d'Angoulême. Et qui reste à mars. Et qui reste jusqu'au 11 mars à Angoulême. Donc si vous avez un week-end où vous savez pas quoi faire, je vous encourage très fortement à prendre un Ouigo à 10 balles l'aller-retour et d'aller à Paris, Angoulême. Effectivement, il y a des Ouigo à 10 balles. Depuis Bordeaux, il y a des Ouigo à 10 balles. Et de profiter de cette expo, en plus sans la foule du festival, parce que c'était quand même un peu le problème, c'est qu'à Angoulême il y a beaucoup de monde au festival, et parce que cette expo est absolument incroyable. On découvre elle retrace vraiment toute l'œuvre de Tezuka de façon très exhaustive, de ses œuvres du début à la fin, et c'est surtout, on a des planches qui déjà on voit des originaux de Tezuka, ce qui est assez exceptionnel, mais c'est surtout très bien, très didactique, très pédagogique. Ça explique bien les façons dont il compose ses planches, les cases, les choix de narration et tout ça. Enfin, c'est vraiment si vous êtes passionné de BD et de manga, c'est vraiment une expo incontournable. À faire, les textes sont bons, les textes sont très bons. Tout est clair. Tout est clair. Vraiment qu'ils vont la faire tourner cette expo. Après, et il y a vraiment un cheminement. Et là, franchement, c'est en voyant cette expo que si t'avais encore des doutes de te dire ça, c'est vraiment un artiste. Enfin, en gros, on dit Tezuka, c'est le RG japonais, mais moi je dirais plutôt que c'est l'inverse en fait. C'est RG qui est le Tezuka français, quoi. Ce qui est marrant, il y a vraiment un artiste qui est incontournable dans la BD, c'est lui. 50, 60, début des années 50, je crois. Il était en situation de monopole de manga. Ouais. Il n'y avait que lui. C'est ça, il détenait le monopole. Et ça c'est de la BD au Japon. Une condition qui n'existerait plus du tout maintenant. Mais non, mais c'est inimaginable de se dire que. Donc t'as tout ça, et après t'as aussi comment il se réinvente en permanence, parce qu'il aurait pu rester sur ses acquis et se dire bah voilà, je reste sur ma façon de raconter. Mais comment il a foiré aussi. Et comment il s'est raté de temps en temps. Et au moment donné où il est arrivé à un point d'expérimentation où ça devenait tellement abstrait que les gens comprenaient plus rien, et il s'est mis à faire plus de l'historique. Et là c'est là où tu vois qu'il arrive à faire la synthèse entre la lisibilité et la clarté des débuts et les expérimentations qu'il a pu faire, ce qui arrive à Bouddha et les Trois Adultes. Enfin, franchement. Et puis c'est un auteur qu'on ne retrouverait pas aujourd'hui, qui a fait du shonen, du shoujo et du seinen. Un des rares auteurs qui a fait à peu près tous les genres possibles. Et de l'histoire, et de la science-fiction, et même des trucs thriller, et clinique, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, mais Blackjack, tu vois, sur les principes de la médecine, il y va, quoi. Donc, alors on l'a dit hors antenne. On l'a dit hors antenne. Effectivement. Parce que les gens ils vont rechercher. Quand est-ce qu'ils l'ont dit? Mais non. En fait, il a eu un doctorat en médecine, et sur Blackjack, et même sur une autre œuvre, je sais plus comment elle s'appelle. Il y va à fond. Et du coup, ce qui est fou, c'est que je comprends pas pourquoi il marchait pas, pourquoi les éditions de Tezuka ne marchaient pas, parce que si Glénat et tout ça ont abandonné leurs éditions, par exemple de Blackjack et tout ça, c'est que j'imagine que ça se vendait pas si bien que ça. À l'époque, peut-être. Et là, il y a une espèce de reconnaissance avec cette expo et tout ça, mais qui me paraît, je trouve ça incroyable. Alors, que ce soit en retard, aussi après, tardif, quoi. Bien d'accord, même sur le festival d'Angoulême, c'est-à-dire en 2018, on fait une expo sur Tezuka. Non, mais c'est ça, quoi. C'est quand même. Bon, alors je sais que c'est les 90 ans, si j'ai bien compris. On a une bonne cinquantaine d'années de retard de toute façon sur ce qui aurait dû être fait. Mais après, voilà, c'est une bonne nouvelle. Donc, oui, non, mais clairement, moi de toute façon, je suis ravi. J'ai fait cette expo à Angoulême et j'étais impressionné par le nombre de gens et la diversité de la population. C'est-à-dire que là où je m'attendais à voir des gens qui me ressemblent en lecteur de manga. Non, il y avait des enfants, il y avait des... Oui, alors moi j'y étais le jour des sorties scolaires, c'était le jeudi, et il y avait plein de gamins et c'était super de les voir. Ils étaient fans, quoi. Ils regardaient, ils disaient ça parle à tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. On l'appelle le dieu du manga. Ouais, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien, quoi. On a fait chacun notre petit point. Tezuka, ça sera donc disponible notamment aux éditions Delcourt Tonkam. J'ajoute, si vous lisez du Tezuka, vous commencez là et vous enchaînez par du Ishinomori. Oui. Ouais. Important aussi, qui était le voyage de Rio. Non, mais au moins ça donne un point de départ. Après, non, mais tu vois, c'est con, mais au moins t'as un point de départ. Après, fais ton histoire, tu vois. C'est ça. Commence par le bon point de départ. Mais
si vous avez une sorte de vœu pour 2018, enfin si nous on a un vœu pour 2018, c'est là tous autant que vous êtes de l'autre côté, lisez au moins un petit manga patrimonial dans l'année. Mais oui. Au moins un, pas forcément un Tezuka, un Kamimura, un Tezuka, il y a un Ishinomori. Il y en a plein, mais au moins. Il y en a qui vont sortir chez Issan aussi, du Getter Robot, il y a pas mal de choses. Là typiquement, il y a avec la nouvelle série animée de Netflix, Devilman. Lire du Gonagai, franchement, d'ailleurs il y aura une nouvelle édition de Gonagai de Devilman chez Black Box. Ne pas oublier le patrimoine. Là, on en arrive à la période où enfin en France vont être reconnues les grandes œuvres des grands maîtres. C'est le moment de prendre le train en route. Flavien, Cagnard, Robin, vous savez quoi ? On a pris beaucoup trop de temps par rapport à ce qu'on avait fait sur nos premiers points, donc on va accélérer. Flavien, pour 2018, les mangas des années 80 seront toujours plus à la mode pour toi. Bah ouais, en fait du coup ça fait le pendant de ce que vient de dire Robin, c'est tout ce qui est oldies revient un peu à la mode. Alors qu'est-ce que t'appelles oldies en fait ? Les oldies en fait c'est tous les... C'est pas le patrimoine, c'est ce qui nous a fait bercer nous trentenaires ou même les quarantenaires ou même les vingtenaires, je sais pas si ça se dit. Mais ils se disent tous, hein, les Disney, les cinquantenaires. Voilà, ça se dit. Il y en a plein. Il y en a plein. Et du coup, par exemple, il y a la réédition des Ranma qui est en cours. Et ça qui a commencé en fin d'année, oui. Ouais, c'est un pur plaisir de relire Ranma. Je me rappelais même pas de tous les gags, de tous les petits trucs à droite et à gauche. Et je me suis jamais autant marré sur Ranma. Enfin, c'est juste génial. Il y a le Gun, il y a la réédition de Gun, n'empiète pas sur ce que Robin va dire après. Non mais la réédition de Gun en manga, la réédition de Gun en oui, mais il va en parler aussi. Mais voilà, c'est un peu en mode revival. On a tout ce qui fait Gun, et là on le voit en édition japonaise. Et puis Dragon Ball aussi. Beaucoup disent que ça va être l'année Dragon Ball. De toute façon, quelque part, c'est du patrimoine aussi. Mais oui, pour moi, c'est du patrimoine, c'est ça. C'était censé être l'année 2017 déjà, l'année Dragon Ball. Non, mais même là, avec en fait, j'ai l'impression que tous les ans, c'est l'année Dragon Ball. C'est con là. Non, mais il y a le jeu Dragon Ball Fighter Z qui cartonne. Il y a les Adidas Dragon Ball. Il y a Adidas. Et il y aura encore un. Ils sont tellement moches. Il y a tellement genre. Aucun rapport avec Dragon Ball quoi, mais la Piccolo est pas si mal. Non mais il y a tellement de potes qui m'ont envoyé ça genre alors ça te fait plaisir, je suis alors oh la honte. Ouais. Non mais après il y a plein de trucs qui se fait autour de Dragon Ball. Il y aura aussi un livre qui va sortir. Il y aura un livre. Il y aura une sorte de en guide termes de Dragon Ball, c'est génial. Il y aura un guidebook Dragon Ball qui va sortir. Dragon Ball Fever, non? Et il y a même en shoujo il y a même du Fruit Basket qui va ressortir et ça je trouve sera trop cool. Enfin, Fruit Basket, c'était l'un des premiers shoujo que j'ai lu. C'est surtout le plus grand succès du shoujo en France. Et le plus gros sujet, il ressort en Perfect Edition. Et moi, que j'avais lu, je sais plus combien il y avait de tomes. Et là, je vais les voir en plus beau, un peu remasterisé et tout. C'est juste un plaisir. Et c'est pour moi, 2018, ça va être vraiment l'année de ok, je vais lire. Enfin, je vais relire les plaisirs de mon enfance. Je me permets juste de dire que les perfect éditions de Fruit Basket chez Tonkam, faut pas non plus s'emballer, c'est pas un truc de ouf malade. Hein. Vu que les perfect éditions de Gantz, c'était déjà pas un truc. Non, mais même au Japon, c'est pas un truc de ouf malade. C'est juste qu'effectivement, avec le mot perfect, on s'imagine une édition il y a incroyable. Un truc qui a un peu tourné maintenant dans le. Parce qu'on est parti du Perfect Edition de Glénat, qui était des très belles éditions de Dragon Ball, de Kenshin, de Dr. Slump. Maintenant, Perfect Edition, on le place. Après, je sais pas, mais du coup, ça me donne envie quand même de les relire. Ah bah oui, ça donne envie. Et en plus, il y a Tsubasa, Captain Tsubasa aussi qui revient en animé. Enfin, il y a tout quand même un gros mouvement nostalgique qui revient quoi. On reparlera de nostalgie cette année, ne vous inquiétez pas. Pour 2018, il voit une frontière de plus en plus mince entre le shonen et le seinen. Tu veux reparler de Black Torch, c'est ça? Alors oui, en premier lieu, j'ai envie de parler de Black Torch parce que ça m'a fait kiffer et c'est juste parce que c'est un truc qui m'inquiète un petit peu. Qui t'inquiète carrément? Qui m'inquiète un peu parce que je trouve qu'à la base, le shonen, comparé à la BD franco-belge jeunesse, je trouve que c'est déjà un traitement très adulte de la bande dessinée jeunesse. Et c'est un truc qui m'inquiète un peu, typiquement en lisant Black Torch. En le fermant, je me suis dit, je viens de lire un seinen, tu vois. Parce qu'il y avait des trucs un petit peu gore dedans, tu vois, un peu violents. Et en lisant, j'ai vu que c'était un shonen. Et j'ai peur qu'on aille un petit peu plus du côté de la représentation de la violence. Ça veut pas dire que c'est le cas hein, dans Black Torch. Je pense que la violence est bien utilisée. Mais qu'on fasse passer ça pour du shonen, ça m'inquiète un petit peu. J'ai pas envie que le principe que ça soit quelque chose de violent... Parce que typiquement l'attaque des titans est un shonen, est considéré comme un shonen alors qu'il est très violent. J'ai pas envie que ça devienne un... Je vais te poser une question. Est-ce que d'imaginer le concept de quête initiatique
dans du seinen, ça te dérange? Bah, moi, en tant que lecteur très âgé, j'étais là au début du manga, tu vois, oui, ça me dérange pas. Mais par contre, je pense à tous les jeunes lecteurs qui vont découvrir le manga et compagnie. Bah, ça m'inquiète un peu, en fait. Parce que dis-toi que quand nous, on a découvert le manga, on connaissait pas. On avait 3 mangas par mois. Et dedans, on avait des seinen et on les lisait, on avait 13 ans. Et même on connaissait pas les termes. Gun, c'était violent, Gun, c'était dur, et pourtant on le lisait comme une quête initiatique. Non, on le lisait mais comme quelque c'est chose de... là, comme ce Apple en quoi Seed et ça ainsi de m'inquiète, c'est que Gun n'a jamais été marketé comme un shonen. On marketait pas vraiment à l'époque. Voilà, c'est ça. Gun a été marketé comme un manga. C'est juste un manga, lisez-le. Black Torch est marketé comme un shonen. C'est un shonen. Bah, c'est prépublié dans un magazine. Enfin, tu vois, oui. On parlait de Bleach, je vois pas en quoi c'est spécialement plus violent que Bleach. Ah bah il y a plus de violence que dans le tome 1 de Bleach. Ou même que Naruto. Franchement, Naruto c'était violent au début. Je me rappelle du combat avec Zabuza et tout, c'est assez violent. Un peu plus tard. Ouais, non, c'est une inquiétude de vieux con. J'ai pas envie que la violence devienne un argument marketing du shonen. Par exemple, Rikudo, tu vois. Oui, bah jusque Rikudo, je trouve que c'est beaucoup utilisé comme un argument. Je trouve que la violence dans le seinen, elle est souvent bien utilisée, malheureusement des fois mal utilisée. J'ai pas envie que le shonen devienne un présupposé à la violence et que on dise bon bah pour qu'un shonen fonctionne, faut qu'il soit violent. J'ai pas envie qu'on aille là-dedans parce que pour moi le shonen n'a pas besoin spécifiquement d'être violent. J'ai un petit peu une petite partie lexicale. Ce qui est marrant, c'est qu'au Japon, on va utiliser donc le mot shonen pour des mangas, pour parler des mangas pour les jeunes garçons. Oui, de 10, 15, 16 ans. Où tu veux venir, tu vas me casser les couilles. Et puis, on va utiliser le mot young, qui a une connotation pour nous français de jeunes garçons aussi, de petits garçons. Quand on dit un young boy, on imagine un garçon de 12 ans. Alors, sauf que personne dit young boy en France. Mais... Oui, si on traduit. Et on va avoir cette connotation-là. Le young au Japon va être du 16-20. Oui, voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle le young adult en littérature. Mais c'est vrai qu'en France, ça, le young adult, c'est pas encore complètement... Mais c'est pour ça, j'ai l'impression que là, les frontières sont en train un peu de se mélanger. Et là où la violence est utilisée dans le seinen comme vraiment un argument marketing. Non, justement, dans le seinen où je trouve qu'il y a une vraie connotation de violence et qu'il y a une vraie utilité, j'ai peur que dans le shonen, on commence à aller vers là-dedans. Je pense à Rikudo, je pense à Black Torch, ça ne me dérange pas. Là, à l'heure actuelle, ça ne me dérange pas du tout dans Black Torch. Hein. Je le prends pas comme manga que je critique. C'est juste, j'ai peur que ça commence à se mélanger et j'ai peur que ça commence à devenir un argument. Et pourtant, pour revenir faire un écho au tout début de l'émission, l'atelier des sorciers, par exemple, a une frontière mince entre le shonen et le seinen. Mais moi, c'est ça que j'aime bien. Et cette frontière mince, elle est vraiment agréable à la lecture de ce manga. Je prends au hasard Hunter x Hunter, qui a une frontière mince, mais qui passe la frontière. À certains moments du manga, la passe complètement, tu vois. Oui, parce que c'est ce que tu disais, t'aimais bien le shonen parce que, par rapport à la BD jeunesse occidentale, on va dire. C'est que c'est de la BD jeunesse, mais qui prend pas son lectorat pour des pour des enfants en fait, enfin pour des imbéciles quoi, pour des où on n'est pas dans un truc gnangnan dans le shonen et il y a pas justement, je crois que c'était déjà un traitement assez adulte de l'adolescence. J'ai pas envie qu'on passe 15 000 étapes non plus parce que on sait que dans le marketing du shonen, la violence commence à occuper de plus en plus d'espace. Je reprends encore l'exemple de Rikudo, mais on en est vraiment là, tu vois, du bingo de la violence et j'ai pas envie que ça devienne ça. Mais c'est perso. Est-ce que ça marche bien chez les jeunes Rikudo? Parce que moi j'avais lu, j'avais pas aimé. Alors qui sont les jeunes? Non mais non mais si tu dis que c'est un shonen, c'est-à-dire que ça s'adresse à un certain âge. Mais ça marche plutôt très fort. Est-ce que ce lectorat s'y retrouve? Ça marche aussi sur des gens qui ne sont pas fans de mangas sportifs, qui n'attendent pas ce... Non, parce que moi j'ai vraiment pas aimé Rikudo, mais après c'est parce que j'ai vraiment ressenti ce que tu dis quoi, c'est le côté marketé de la violence, tu vois. Mais voilà, je suis quasi sûr que... Mais on reparlera de cette frontière shonen seinen dans d'autres émissions. Lui, sa frontière, elle était aérienne. C'est celle qui sépare Zalem de la décharge. Pour 2018, sa grosse attente, c'est Gunm au cinéma, Robin. Ouais. Gunm au cinéma. Oui, Gunm au cinéma, donc qui sortira en juillet, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Qui va s'appeler
Alita Battle Angel. Pourquoi Je ne sais plus. Mais... Parce que c'est le nom américain. Ah oui, c'est le nom américain de Gali, ouais. Ok. Alors le s'appelle Battle Angel Alita aux États-Unis. Ouais. Parce que donc c'est Alita, Gali c'est Alita, c'est ça? Gali c'est Alita. C'est vrai que Gali c'est pas du tout américain. Non. Alors du coup, donc ça s'appelait Alita Battle Angel. Ça va être réalisé par Robert Rodriguez. C'est produit par James Cameron, excusez du peu. Et c'est avec Jennifer Connelly et Christophe Waltz. Donc, Jennifer Connelly à qui? Christopher Waltz. Ah, j'aurais dit Christophe. Christopher Waltz. Ah, là, tu me merdes. Et Jennifer Connelly à qui je vois un amour inconditionnel. Et pas à Roro. Si, bah si, mais bon, c'est moins quand même. Mais moins physique. Ouais, c'est moins physique. Bon, ça dépend. Et notamment, alors j'ai vu le trailer et l'acteur qu'ils ont choisi pour jouer Vector, je ne me souviens plus qui c'est, mais j'ai trouvé ça. Je me suis souvenu. Quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, mais ils pouvaient pas trouver un acteur plus parfait pour jouer Vector. Quoi. Alors moi j'ai une question parce que je me suis un petit peu étendu sur les réseaux sociaux à ce sujet. Il va faire son troll. Bah c'est quoi ses yeux? Oui, alors oui, effectivement il y a le délire des yeux de Gali Alita. Ouais. De Galita. Honnêtement, je m'en fous. Honnêtement, moi j'avoue le trailer j'ai beaucoup aimé. Alors le seul truc, c'est que je trouve que la décharge est un petit peu propre, clean. Ouais. Tu vois, je trouve, par rapport à l'idée que je m'en faisais. Et je trouve qu'on retrouve pas forcément la patte Rodriguez, mais bon, c'est un trailer. Oui, sur le trailer, c'est difficile. C'est toujours, ils font jamais rien, les réalisateurs. Et l'animation en elle-même de Gali ne te dérange pas? Non, alors par contre, ouais, les yeux, je les ai trouvés effectivement grands. Voilà, comme tout le monde, j'ai trouvé ça bizarre, mais je trouve qu'au niveau de l'animation et des expressions et tout ça, je trouvais que ça fonctionnait bien. Pour le coup, c'est un petit peu troublant au début, mais je pense que sur le film on va s'y faire assez vite. Je pense que sur 1h30 effectivement on peut s'y faire. Moi sur 2 minutes l'animation m'a dérangé. Moi j'ai vu un autre trailer où il y a quelqu'un qui a, c'est fou hein, les fans, il y a quelqu'un qui a refait le trailer avec des yeux plus petits sur Alita et en fait tu fais oh ça passe mieux dis donc. Ouais, mais c'était drôle. Mais ça c'est vraiment un truc de bolos. Mais c'était drôle à voir. Ouais, mais je trouve que finalement. Parce que c'est un parti pris, forcément, il a pas fait ça pour rien. Et je pense qu'il l'a pas fait par hasard. C'est que ce qu'il veut montrer quelque part, c'est que Gali, ça reste un personnage qui n'est pas humain, mais malgré tout, c'est pour ça qu'il lui a mis ces yeux-là. Mais malgré tout, c'est un personnage qui est très humain aussi, même si elle n'est pas humaine. Et je pense que le défi, c'était d'arriver à faire une créature, c'est une créature, qui arrive à véhiculer des émotions humaines malgré le fait qu'elle n'est pas forcément, même malgré le fait que de prime abord tu la trouves pas humaine en fait. Mais alors, c'est produit par Cameron, un mec qui a toujours élevé la technologie plus haut que les autres dans son cinéma, et là je suis très circonspect par rapport à la technologie utilisée. Ils ont attendu pour le faire ce film. On en a parlé plusieurs fois. À la base c'est même lui dans les émissions, hors des émissions. Oui mais c'est Cameron qui voulait le faire. Ça fait longtemps qu'il voulait le faire. C'est même Cameron qui voulait le faire à la base. Il a les droits depuis un moment. Ils ont attendu un moment pour le faire. Le truc des yeux, c'est un truc. Ils ont beaucoup réfléchi à ça, ils en ont beaucoup parlé. L'affaire des yeux, tu vois. Et après, il y a un moment, je pense que déjà c'est une bande-annonce, les effets spéciaux sont pas terminés. Et manque de peau, vu qu'on est dans le cinéma américain, dans le film, pour le coup, les yeux seront pas comme ça. Il y a une possibilité, il y a une possibilité vraiment. En fait, c'est le premier truc que je me suis dit, c'est que ça, c'était la version bande-annonce, c'est qu'on aura une version réduite. retravaillée. Et il y a un moment. Robert Rodriguez quoi. Bah c'est ça quoi. C'est-à-dire en termes d'adaptation, ce mec est quand même pas dégueu. Déjà moi j'avais pas mal aimé Ghost in the Shell l'année dernière. Parce que j'avais vraiment déjà apprécié la démarche de OK Hollywood, c'est bon maintenant ils vont aller chercher des histoires dans le manga parce qu'ils ont compris qu'il y avait des univers de ouf à aller chercher là-bas. Il y a pas besoin de les modifier de malade. Et voilà et tu peux le faire de façon très fidèle tout en étant Hollywood et en restant tu vois avec les pas les clichés mais je veux dire les codes d'Hollywood. Ouais. Et je pense que là non seulement on va avoir ça déjà le fait qu'Hollywood s'inspire de moi un de mes mangas préférés et en plus
c'est comme dit Cagnard, c'est Robert Rodriguez, quoi. Donc tu vas vraiment avoir. C'est pas un réalisateur qui est adoubé par tout le monde. Non, mais c'est le mec qui a réalisé à faire Sin City, qui a réussi à convaincre Frank Miller d'adapter le comics Sin City. Et qui est un vrai auteur, quoi. Il a aussi une façon de s'approprier les choses à sa sauce, quoi. Moi, ça sortira au mois de juillet. D'autres sorties sont prévues autour de Gun, si je ne dis pas de bêtises. L'éditeur de Gun, Glénat, a prévu pas mal de choses. Oui, dans la lignée des Gun édition originale, ils vont ressortir Gun Other Stories, le one shot au mois de mai ou au mois de mai, où là c'est un recueil d'histoires courtes sur l'univers de Gun. Last Order va et Last Order qui va être édité en juin, juste avant la sortie partir du tome 1. Last Order, c'est ce qui fait c'est la suite de Gun. C'est la suite de Gun. Et c'est compliqué, mais ça a changé d'éditeur. Si, en fait, l'auteur a changé d'éditeur. Et c'était en version française en plus. Ouais. Et ils vont ressortir le coffret aussi. Et ils sortent un coffret intégral Gun édition normale, mais dans une boîte, machin. Qui est un coffret qui est assez culte chez les fans de Gun, mais qui vaut très cher sur Internet, donc du coup il va ressortir. C'est ça, à 63€. J'ai noté 63€, voilà. Je vais mettre de côté. Notons que Robert Rodriguez est un geek et que quand il rend hommage, alors ok, il le fait avec des grosses mitraillettes et compagnie, mais quand il rend hommage à un univers geek en particulier, la plupart du temps il arrive. Moi c'est juste James Cameron derrière moi. Le personnage de méchant du début de Gun qu'on voit dans la bande-annonce. Là, lui en termes d'animation. Moi, c'est les techniques de combat. Je me demandais vraiment comment ils avaient réussi. Alors il y a tous ces extraits, le Panzerkunst, honnêtement, à cette vitesse et tout. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de l'histoire, mais on part du principe que tout le monde connaisse. Sinon, vous éteignez ce téléphone. Enfin, dites-vous jetez le téléphone dans le métro. Dites-vous que c'est un des 5 mangas qu'il faut avoir lu dans sa vie. Et en vrai, on un des 1 manga. Ouais, un des. Oui, bah bon. Un des 1 manga. Dans mon top 1 des mangas. Gun donc sous toutes les coutures cette année en 2018. Allez, je fais vite pour terminer. Moi je voulais voir arriver en France des mangas de foot, mais alors des mangas sérieux, des mangas fleuves, mais ça n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce que les mangas de sport freinent toujours les éditeurs français, même s'il y a la Coupe du Monde là en 2018, ça peut être un tremplin, on peut se dire que marketingement, économiquement il y a des choses, mais sauf que même les plus sérieux d'entre eux font plus de 40 tomes et que aucun éditeur français va s'engager sur les plus de 43 tomes d'Ariane Okishi, sur les plus de 40 tomes de Giant Killing. C'est un peu long pour sur la période de la Coupe du Monde, quoi. Ou alors tu remets au goût du jour les Angel Voice et des trucs comme ça. Lâche l'affaire, mec. Il y a justement eu la jurisprudence Angel Voice, la jurisprudence Dream Team pour du basket. Ouais. Des très bons mangas, mais que personne n'achète. D'excellents mangas. La jurisprudence. Et honnêtement, j'adore Dream Team, j'aime d'amour Angel Voice, mais ce qui marche, c'est Kuroko Basket. Maintenant, vous comprenez mon amour de Kuroko Basket. Mais en tout cas, il existe des mangas au Japon et ils sont sortis pour certains sur les territoires américains ou anglais. Et donc lisibles en anglais si on ne lit pas le japonais. Comme quoi les marchés sont différents. Les marchés on va peut-être revoir un revival. On parlait de Captain Tsubasa, tu vois, ça peut revient en même temps. Tu vois. Cette année, effectivement, on va sortir Captain Tsubasa, mais là, c'est de l'animation. Viz Media Europe, qui détient la société Kazé, l'éditeur Kazé, a les droits pour l'Europe, donc on peut imaginer que ça va sortir chez Kazé sans pouvoir l'annoncer officiellement. On peut l'imaginer. Giant Killing, lui, ne sortira a priori jamais en France. Giant Killing. Voilà, attention. Non, mais t'auras la BD de Paul Pogba chez. Oui, voilà. Et puis il y aura sûrement une nouvelle BD du PSG. Chez Dupuis. Ça va, t'auras de quoi lire. C'est vrai qu'il existe un manga du PSG. Non, mais Giant Killing, ce qui est marrant en fait dans ce manga, c'est que le héros est un entraîneur. Voilà. Ah oui, c'est pas mal. Dans Angel Voice aussi, le héros c'est l'entraîneur. Mais ça n'a pas marché, ni l'un ni l'autre. Voilà, bref, du coup, on va pas faire long sur le foot de toute façon. Bon. Puisqu'on a fini cette émission. Cette émission sans blague, je pense, était courte et rapide à la fois. On n'a pas pu revenir sur tous les points, on n'a pas pu approfondir tous les points. C'était une première version de cette émission en même temps. Mais voilà, on a tous pu aborder les sujets qu'on avait envie d'aborder. Il y avait du débat sur chacun. #5DC pour prolonger les débats, que ça soit sur le groupe Facebook. Oui, parce que 2018 c'est le nouveau groupe. C'est ça aussi. C'est la nouvelle 5ème de coupe. Le groupe de débat autour du manga.
Ça c'est sur Facebook, sur Twitter, interpellez-nous, discutez avec nous, n'hésitez pas, on n'est pas méchants, même si des fois on fait des vannes, surtout Cagnard. Sur iTunes, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles, c'est avec ça qu'on mange. Et on peut aussi débattre sur YouTube. Non. On peut moins débattre sur YouTube que sur YouTube. Honnêtement, sur YouTube, moi je réponds que par des clips de tragédie. Rien à foutre. Tu le fais sur Facebook aussi. Ouais, c'est possible aussi que ça se passe sur Facebook. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser le hashtag 5DC pour nous retrouver et à nous interpeller. Merci d'avoir écouté cette émission spéciale 2018. À bientôt. Ciao. Merci. Salut. Salut.